Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré au sujet de l'impact du bouchage sur la qualité des vins et sur la préservation de cette qualité. Je vais commencer pour ma part par remercier les partenaires et organisateurs de ce webinaire. En premier lieu, le BIVB, Christine Monami, responsable agrométéo et des observatoires au BIVB, ainsi que Odile Meurgue et Camille Bussière qui nous ont toutes deux aidés à préparer et à vous convier à ce webinaire. Également, Thomas Karboviak, que je vois ici, qui est déjà présent, donc professeur à l'Institut Agro Dijon. Régis Goujon, responsable scientifique du pôle Vignévin, qui se chargera de dire quelques mots en introduction de ce webinaire. Et nous avons enfin Étienne Kaiser de Science, qui doit être en train de se connecter et qui sera le dernier intervenant pour ce webinaire. Quelques rappels pratiques pour commencer. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions et remarques tout au long du webinaire avec l'outil de discussion, le fil de discussion, donc accessible par la bulle de message que vous pouvez voir en haut de votre écran. Donc nous aurons une phase de questions d'une trentaine de minutes à l'issue des présentations. Je vais, pour ma part, tout de suite passer la parole à Régis Goujon, comme je le disais, pour introduire en quelques mots, et je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon webinaire. Merci Florian, merci beaucoup. Et donc, on peut considérer que ce nouveau webinaire s'inscrit dans la suite d'un précédent webinaire qui avait été animé par Marianne Nicolandonaki. Et en effet, parce que depuis maintenant 15 ans, l'UMR-PAM et notamment Thomas Karboviak, qui va s'exprimer aujourd'hui, et l'UMR-ICB avec Jean-Pierre Bella, ont développé une expertise unique autour de la caractérisation des propriétés des obturateurs à base de liège. Et cette expertise, combinée aux travaux sur la stabilité oxydative des vins, notamment des vins blancs, thématique portée notamment par Maria Nicolandonaki de l'UMR-PAM, permet au campus dijonnais de véritablement revendiquer une approche intégrée, scientifique, d'étude de la question du vieillissement des vins en bouteille. Et ces travaux, notamment sur les propriétés des obturateurs, ont depuis le début été soutenus par les interprofessions et notamment les interprofessions de Champagne et le BIVB pour la Bourgogne. Et ce qui me permet tout de suite de passer la parole à Christine Monami pour une première intervention sur des expériences de terrain. Merci Régis. Donc sans tarder, je vais lancer mon diaporama afin de vous présenter quelques données qui sont effectivement issues de ce qu'on appelle l'Observatoire de la qualité des vins. Alors cet observatoire, il existe depuis fort longtemps. Et il est destiné en fait à évaluer la qualité des vins de Bourgogne sur nos principaux marchés. Donc, au cours de ce webinaire, je vais vous présenter les données des 3 derniers les 3 derniers programmes de 2019 à 2021, ce qui représente environ 2482 bouteilles hors effervescent. Donc, ces prélèvements ont été effectués en région, en vente directe, au national, dans les grandes surfaces, hard discount, cavistes, en e-commerce, à l'export en Belgique et au grand export aux USA. Alors, il est vrai qu'on a beaucoup d'échantillons en France, mais ces dernières années, avec le Covid, les missions à l'export et au grand export ont été quelque peu malmenées, on va dire. Et donc, outre les dégustations, chaque vin fait l'objet de notations, et notamment sur les bouchons et les bouteilles, ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, en termes d'obturateurs, vous avez ici, sur ces 2482 vins, la répartition de la nature des bouchons. Donc, on voit très rapidement que le liège est majoritaire, viennent derrière les bouchons dits techniques, et dans une moindre mesure, après, on retrouve des capsules, des obturateurs synthétiques et des obturateurs en verre. Par contre, si on regarde en fonction des millésimes,
On voit clairement là que depuis 2015, on a une nette régression du liège au profit des bouchons techniques et on voit apparaître un petit peu plus les obturateurs de type capsule notamment. Après les obturateurs, les bouteilles, donc on retrouve sur les prélèvements que l'on effectue majoritairement des bouteilles de type à niveau de remplissage à 55 mm ou 63 mm dans de fortes proportions. Et également sur ces bouteilles, on note si le bouchon est bien au ras du col ou s'il est sortant ou entrant. Donc sur 3% des bouteilles, que ce soit de ces deux types de bouteilles, présentent un bouchon sortant de 1 à 3 mm et 16% des bouteilles présentent un bouchon avec un enfoncement supérieur à 1 mm. Et sur ces 16% de bouteilles, il y en a un cinquième, c'est-à-dire 20%, dont l'enfoncement est supérieur à 2 mm. Donc vous comprendrez bien que ce n'est pas sans conséquence pour la suite. Donc si on parle bouchon et bouteille, on va parler également adéquation bouchon-bouteille. Donc sur les bouteilles de 63 mm, enfin à remplissage de 63 mm, on trouve quand même majoritairement des bouchons de 49. On trouve, le reste étant du 44 et de façon très minoritaire des 54, voire des 38. Sur les bouteilles de 55, on trouve majoritairement des 44, mais on retrouve encore une forte proportion de 49, qui sont des bouchons qui sont trop longs pour ce type de bouteille et qui ne permettent pas d'avoir un dégardi suffisant. Alors si on parle des dégardis, regardons les niveaux de remplissage. Donc ce graphique vous montre simplement qu'on observe très peu de niveaux qui sont corrects, que sur les bouteilles à remplissage à 55 mm, on a majoritairement des niveaux de remplissage qui sont insuffisants, donc ça pose quand même un problème de scintillisation. Et sur les bouteilles de 63 mm, on a quand même majoritairement des bouteilles qui présentent des excès de niveau de remplissage, donc des problèmes après, notamment lors du transport, si vous avez des variations de température importantes, avec ce qui explique peut-être aussi les 3% de bouteilles avec un bouchon sortant. Et si maintenant on regarde un petit peu plus dans le détail par type de bouteille et par type de bouchon, on retrouve grosso modo la même tendance, mais c'est vrai que même sur des bouteilles de 55 avec un bouchon de 44 qui est le bouchon le plus adapté, on a globalement des niveaux qui sont majoritairement insuffisants, également sur les bouchons de 49. Donc là, clairement, on a un gros problème de scintillisation. Ça peut être considéré comme de la fraude. Et sur les bouteilles de 63, quel que soit le type de bouchon, on a quand même majoritairement, même avec les bouchons adéquats à 49, on a un petit peu de niveaux qui sont insuffisants, mais on a quand même globalement des niveaux qui sont beaucoup trop excessifs. Voilà, donc ça c'était juste des constats, et je pense que Thomas vous en apprendra un petit peu plus sur les obturateurs par la suite de son intervention. Ravi de vous retrouver ici pour ce séminaire et discuter donc à la suite de cette présentation d'une sélection de nos dernières avancées scientifiques sur le bouchage des vins. Et comme Régis Goujon l'a présenté, donc cette thématique est portée en fait et est le fruit de la rencontre entre différentes disciplines qui nous ont permis d'avancer donc depuis une douzaine d'années maintenant sur ce thème, donc entre la science des matériaux, l'œnologie et le domaine des emballages alimentaires. Qui sont toutes présentes ici sur le site dijonnais et donc qui nous ont permis d'avancer, de mettre les jalons au fur et à mesure sur ce thème scientifique. On a choisi aujourd'hui donc de vous présenter quelques chiffres clés, puis ensuite petit à petit donc les propriétés particulières des matériaux utilisés comme obturateurs, en particulier le liège ou les obturateurs à base de liège, et puis de porter l'accent ensuite sur les transferts à l'interface, donc en prenant en compte la dimension goulot. Pour démarrer, quelques chiffres clés. On va plonger un petit peu dans l'histoire et en repartant de l'utilisation du liège. Donc les premières utilisations sont finalement sa capacité de flottaison, alors qu'on ne voit pas ici sur cette figure, mais en utilisation pour les filets de pêche. Puis dans son utilisation pour le bouchage, on le retrouve sur les amphores, donc là on est 3000 ans avant Jésus-Christ. La popularisation du liège après vient pour le bouchage des vins vient de l'invention de la méthode champenoise avec Dom Pérignon, donc là on est en 1680. Et son essor vient avec son utilisation industrielle. Et là, on se décale donc au 19e siècle, industrialisation du verre, donc derrière mise en place de l'industrialisation du liège dès cette époque.
On peut également noter d'autres utilisations qui sont assez anciennes, comme le linoléum, ce qu'on voit ici, donc avec un brevet qui date de cette époque et qui combine déjà l'oxydation du lin avec l'utilisation du liège. Donc là, on est en plein dans les thématiques du laboratoire. Plus récemment, on trouve d'autres innovations au bouchage, alors depuis les années 70, invention de la capsule à vis, puis dans les années 90, utilisation des bouchons synthétiques, utilisation des macroagglomérés, des microagglomérés. Si on se décale ensuite plus récemment, et là on rejoint les problématiques goutte-bouchon avec une solution qui a été apportée par le traitement au CO2 supercritique, brevet donc dans ces années. Et très récemment, donc dans les années 2020, si on regarde un peu ce qui se passe, donc on a une orientation vers des matériaux biosourcés et puis la prise en compte de la recyclabilité qui commence à arriver également dans la filière. Toujours pour contextualiser avec quelques données sur l'utilisation du liège. Donc le liège est majoritairement utilisé pour des applications de bouchage, bouchant liège naturel ou aggloméré pour 3/4. Et un quart de la production est utilisé encore pour des matériaux de construction. Puis on peut noter également quelques utilisations dans d'autres secteurs, design, mode et applications de haute technologie, donc comme par exemple l'absorption de polluants ou l'aérospatiale. Donc, qui reste anecdotique à côté des utilisations majoritaires, comme on peut le voir. Pour la partie bouchage, si on regarde donc les différents obturateurs et le marché mondial, donc on peut retrouver différentes sources ici hein, pour ces données. Si on choisit celle-ci, donc on a à peu près, donc on voit 60% des obturateurs qui sont des obturateurs à base de liège sur le marché des obturateurs, et ce qui va représenter à peu près donc 12 milliards de bouchons par an. Et en France, comme on l'a vu précédemment, alors là sur une vision où c'était encore plus marqué, on a 80% des bouteilles qui sont bouchées avec des obturateurs à base de liège. On retrouve quelques données aussi dans la littérature sur des préférences consommateurs et donc sur différents marchés, on retrouve aussi cette préférence qui reste encore marquée. Ensuite, donc on va aborder donc quelques propriétés qui font du liège un matériau qui reste encore emblématique dans différents domaines d'ailleurs. Et on va commencer par aborder sa structure et ses propriétés mécaniques, donc qui sont en lien avec cette structure particulière qu'a ce matériau. Donc si l'on regarde tout d'abord la structure du liège, on peut rappeler aussi, donc là un fait historique, c'est l'observation du liège dès les années 1660, donc avec les premiers microscopes de l'époque, invention du microscope. Et le liège a pour particularité d'avoir des très grosses cellules, hein, comme on peut mieux le voir encore sur la photo de droite, donc qui est obtenue avec un microscope très récent, biphotonique, et on voit qu'on a des cellules d'à peu près 50 microns qui étaient déjà observables du coup sur ces premiers microscopes. Et le mot cellule, comme entité biologique du vivant, mais vient de cette observation et de ces croquis qu'on a pu dresser donc à l'époque avec cette observation. Plus récemment, on a également donc des outils comme la tomographie rayons X qui permettent d'aller de façon non destructive analyser le matériau et en particulier l'intérieur du matériau. Donc là, c'est extrêmement intéressant puisqu'on peut avoir une vision de la porosité, notamment des lenticelles, qui sont des petits canaux lenticulaires qui vont traverser le liège et qu'on peut voir apparaître ici. Ce qui est extrêmement intéressant quand on regarde après les transferts, si ces canaux sont interconnectés ou pas. Donc pour plus de détails, effectivement, on a retracé aussi toute cette vision de l'imagerie du liège depuis 400 ans avec les techniques les plus modernes, comme on peut le voir ici dans un article récent. Si l'on regarde maintenant la composition chimique du liège, elle est également assez particulière puisqu'on retrouve majoritairement les composés du bois, ce qui est logique, on est sur l'écorce externe de l'arbre, avec donc lignine, cellulose, des extractibles minéraux qui sont en quantité relativement variable. C'est ce qu'on voit ici sur ces pourcentages. Donc là, en fonction de l'âge de l'arbre, de la provenance géographique, de la zone de prélèvement également sur l'arbre. Donc différents facteurs qui vont impacter la composition chimique. Et la caractéristique très particulière de ce matériau, c'est la présence importante, très importante, puisque c'est 50% ici en masse, de subérine, qui est présente donc à la jonction entre les cellules, comme on peut le voir ici sur le schéma qui l'illustre sur la droite.
Donc le liège, finalement, donc on a une structure physique assez particulière. C'est un matériau alvéolaire, un matériau qui a une macroporosité, qui a donc des lenticelles. Et alvéolaire, donc, il a des toutes petites cellules qui sont très bien isolées entre elles, du point de vue de cette composition chimique précédente qu'on a vue. Il a donc une masse volumique qui est très très faible par rapport à d'autres matériaux qu'on peut essayer de synthétiser, mais on arrive rarement à avoir des masses volumiques si faibles. Donc on est à 120 à 240 kg par mètre cube. Donc c'est beaucoup d'air finalement, ce matériau, 80 à 85%. Et puis donc une composition chimique, on a vu, avec une particularité qui est la subérine, qui lui confère donc une certaine hydrophobie. Mais on peut noter que ce matériau a pour autant une certaine capacité de sorption d'eau, puisqu'il est capable de piéger donc 10% d'eau en masse, ce qui n'est pas si hydrophobe que ça non plus. Voilà, donc un matériau qui a une structure physique et une composition chimique tout à fait particulière. Ensuite, si on regarde les propriétés élastiques du matériau et mécaniques en particulier, donc en appliquant, comme on peut le voir sur la petite vidéo, des tests de compression qui sont une compression uniaxiale, on vient donc écraser le matériau et jusqu'à des déformations extrêmement importantes, puisqu'ici sur ce graphique qui représente donc la contrainte en fonction de la déformation, on voit qu'on peut monter à 70% de déformation du matériau, comme on a ici. Et pour autant, le matériau est capable de revenir à sa dimension initiale. Donc ce retour élastique, il est également illustré sur la petite vidéo du bas, d'une autre façon. Et c'est un matériau qui, dans son usage, va être comprimé de façon assez importante. Pour les vins tranquilles, sur ce graphique, on se situe à peu près à 23% en diamètre, ce qui représente quand même 40% en volume. Et pour les vins effervescents, donc on va jusqu'à 40% en diamètre, et donc ce qui représente 70% en volume. Donc ici, un matériau qui est capable d'avoir une résistance mécanique assez exceptionnelle et qui est capable d'avoir un recouvrement dimensionnel également, puisque c'est ce qu'on voit ici, sans beaucoup de dommages cellulaires. Si on regarde de nouveau les cellules en observation microscopique après une compression, on a très peu de dommages cellulaires. Et donc dans beaucoup de domaines, on aimerait bien avoir des matériaux en synthèse chimique qui aient cette élasticité à ce point. Ensuite, on va continuer avec d'autres propriétés qui nous intéressent en particulier quand il s'agit du bouchage des vins. Il s'agit des propriétés barrières au gaz des différents obturateurs, donc de façon plus générale. Effectivement, donc dans la conservation du vin en bouteille, alors on a différents facteurs qui vont intervenir sur la stabilité du vin, la température, l'humidité relative de la cave, la composition du vin, le temps bien sûr, la position de stockage, la présence de lumière, la concentration initiale d'oxygène du vin, et bien sûr, donc on a le transfert d'oxygène et le rôle du bouchon, donc qui est un paramètre parmi tous les autres qui va jouer sur la stabilité oxydative du vin. Donc, quand on a démarré les travaux sur ce thème, donc il y a quelques années, comme on peut le voir sur la première publication qui date de 2010, on avait voulu faire une synthèse des connaissances à ce moment-là sur les phénomènes d'oxydation dans le vin et sur le rôle des bouchons, en allant regarder un petit peu les propriétés de perméabilité du coup des différents matériaux. On a refait ce tour d'horizon en 2018, donc il y a eu pas mal de travaux qui se sont déroulés entre-temps. Il y en a toujours qui continuent également sur cette thématique, donc ce qui représente à peu près une cinquantaine d'articles, pour aller décortiquer plus en détail donc, les mécanismes du transfert de matière au travers des obturateurs, les différentes méthodes qui peuvent être utilisées également pour déterminer ces propriétés barrières, les données qu'on pouvait récolter également dans la littérature et dont on va discuter juste après. Et puis, on va s'intéresser à différents paramètres, et c'est ce qu'on va voir également plus en détail au travers d'autres études aujourd'hui que l'on va vous présenter, donc sur l'effet de la compression et le rôle de l'interface avec le goulot de la bouteille. Donc, si on discute transfert au travers des obturateurs et puis plus largement propriétés barrières des matériaux, on va souvent retrouver une notion qui s'appelle OTR, pour Oxygen Transmission Rate, qu'on retrouve alors de façon normée dans le domaine des emballages. On va retrouver les propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau, de perméabilité à l'oxygène, qui sont classiquement sur les fiches techniques, qui sont tout aussi difficiles à comparer. Et ici, donc, ce qui est frappant, donc, quand on regarde les résultats issus de la littérature, on a
énormément de méthodes différentes, avec des conditions expérimentales qui ne sont pas les mêmes, et on a beaucoup d'unités qui sont utilisées, qui ne sont pas les mêmes non plus. Donc, ça rend les comparaisons extrêmement difficiles. Vous avez une petite illustration ici des unités qu'on peut retrouver. Il y en a également d'autres qu'on n'a pas fait figurer sur cette diapo, mais on a des comparaisons, si les conditions expérimentales ne sont pas précisées, qui vont être très difficiles, ne serait-ce qu'en conversion d'unités ici. Donc, si on fait cet effort de comparaison, on peut donc compiler les données, essayer de les exprimer donc en vitesse de transmission de l'oxygène ou OTR. On peut prendre les valeurs minimum, les valeurs maximum. On peut essayer de prendre une valeur médiane. On peut aussi essayer de classer les différents obturateurs, ce que l'on aurait tout d'abord envie de faire bien naturellement. Et puis placer ces obturateurs un peu par rapport à leurs caractéristiques finalement de propriétés barrières à l'oxygène. Et puis on se rend compte qu'on a des échelles qui sont énormes, puisque bien évidemment, on peut, pour le liège naturel, on a différentes qualités de liège. Pour les agglomérés, on peut jouer sur les propriétés barrières et donc proposer des gammes également à perméabilité contrôlée. Pour les capsules à vis, de la même façon, on va avoir différents matériaux qui composent les joints, et donc on va pouvoir avoir, comme l'illustre cette figure, des propriétés très contrastées. Et pour les bouchons synthétiques, on peut jouer dans ici un intervalle plus faible ici sur les propriétés barrières également. Donc on peut faire cette comparaison, mais finalement on a trop peu de données statistiques ici pour pouvoir comparer, et l'OTR n'est probablement pas le bon indicateur. Donc on peut aller regarder d'autres données, et notamment si on veut vraiment comparer ici les propriétés des matériaux entre eux, il faut s'intéresser au coefficient de diffusion, qui est la propriété intrinsèque du matériau. Mais dans ce cas, on a très peu de données de la littérature que l'on peut utiliser pour réaliser cette comparaison. Donc on reste ici avec des comparaisons qui sont limitées, qui ne sont qu'indicatives, puisqu'elles vont dépendre ici. Il faudrait noter pour chacune, finalement, la nature des matériaux, pour la figure de droite, et pour la figure de gauche, pour les coefficients de diffusion. Là, par contre, on peut les comparer entre eux. Il faut faire attention aux épaisseurs, bien sûr, et aux conditions dans lesquelles les mesures ont été obtenues, pour bien évidemment quand même comparer des choses qui restent comparables. Et l'intérêt, c'est également de pouvoir avoir, dans ces cas-là, des distributions, donc quand suffisamment d'échantillons ont été analysés, pour avoir une idée finalement de la variabilité que l'on va avoir naturellement sur un matériau par rapport à un autre. Ensuite, donc après finalement cette introduction sur les différentes propriétés des matériaux, mécaniques, barrières, on va aller un peu plus loin, donc en vous présentant deux études. On a sélectionné deux études récentes que l'on a menées. Une qui est une étude de cas sur peu d'échantillons, et puis on va ensuite continuer avec une autre étude qui, elle, a été faite avec un poids statistique significatif. Donc tout d'abord, on va démarrer avec cette première étude de cas qui était extrêmement informative, et donc qu'on tient à vous partager aujourd'hui. Et en partant donc d'une constatation terrain avec deux millésimes ici, donc quatre échantillons uniquement, mais comme on peut le voir sur cette photo, avec une bouteille oxydée, une bouteille qui paraît en tout cas oxydée, une bouteille qui ne paraît pas l'être sur la photo. On voit une évolution de la couleur, bouteilles qui ont été ouvertes 10 ans après sur ces photos, qui étaient issues d'un même lot. Et donc c'est vrai que ces échantillons sont précieux finalement pour ensuite réaliser une étude scientifique, donc en partant d'une observation, pour aller essayer de décortiquer les mécanismes, essayer de comprendre finalement l'origine de l'oxydation. Donc pour la suite de cette étude, la première question qui nous a travaillé, c'était comment récupérer le goulot sans ouvrir la bouteille, avec le bouchon à l'intérieur, bien sûr. Et donc on a travaillé sous argon en essayant de percer le plus proprement possible les bouteilles, récupérer le vin, puis ensuite découper le goulot, donc tout en gardant des conditions inertes, puisqu'on voulait aussi analyser le vin. Donc ce qu'on a fait au départ, donc par une étude sensorielle. Et donc ici on a fait déguster ce vin donc à un panel entraîné de 15 personnes, avec
ici un entraînement sur l'oxydation. Et on voit donc les scores qui ont été obtenus, donc avec une échelle qui va de 0 à 5, en perception orthonasale. On l'a également fait en rétronasale. Et on voit clairement, donc, comme on pouvait le suspecter sur les photos précédentes, donc les vins dont la couleur était déjà avancée étaient bien considérés oxydés par le jury, et les deux autres non oxydés, donc avec ces niveaux qu'on peut voir ici sur cette échelle. Le vin a également été analysé d'un point de vue analyse chimique, tout d'abord, avec donc une analyse un peu particulière qui permet d'aller sonder l'ensemble des molécules qui sont présentes dans le vin, l'ensemble des composés de faible masse molaire, donc inférieure à 10 mg par mol. Donc on est sur les petites molécules. Et ce qu'on peut extraire après comme information de ces données, finalement, ce sont des molécules qu'on va retrouver uniquement dans certains cas ou dans d'autres, sachant qu'ici, l'intérêt, c'est qu'on était parti des mêmes vins de départ, donc de la même matrice qui a évolué différemment en fonction ici des conditions dont la seule variable était l'obturateur. L'obturateur et la bouteille, d'ailleurs. Et ici, sur ces figures, donc ce qu'on a sélectionné, ce sont les composés qui sont présents uniquement pour les vins non oxydés, donc marqueurs des vins non oxydés, avec 357 composés, et ceux qui sont des marqueurs des vins oxydés. Donc ce type d'analyse, par ailleurs, donc c'est, comme Régis Goujon le disait, un autre pan de nos activités de recherche au niveau du laboratoire, donc qui nous permet également d'avancer sur la chimie des vins par rapport à la stabilité oxydative. Et ici, ce qu'on peut constater, donc, sur ces deux graphiques, si on les compare, donc c'est clairement dans un cas la richesse du milieu pour les composés marqueurs en composés qui contiennent du soufre. Donc c'est des composés verts avec ici sur l'histogramme donc un nombre de composés très important, et ceux qui contiennent du soufre, également de l'azote, qui sont présents pour les vins non oxydés. Donc ça, c'est donc un domaine qui rejoint toutes les autres analyses qu'on mène également sur cette thématique de la stabilité oxydative des vins. Et ensuite, donc à l'issue de ces analyses, on a continué sur les mesures de perméabilité. Donc pour réaliser ces mesures, donc on travaille au laboratoire avec des méthodes que l'on a développées pour travailler justement sur ces obturateurs, avec des échantillons qui peuvent être des obturateurs entiers, des obturateurs que l'on va découper pour gagner du temps, des goulots de bouteilles. Donc on peut travailler sur tout type d'échantillons. C'est l'avantage de travailler avec des méthodes développées maison. Et on travaille de la façon suivante, donc en plaçant l'échantillon, comme vous voyez ici, soit le goulot, soit le bouchon seul qu'on peut coller dans des pièces ici métalliques, et que l'on va insérer avec un compartiment d'un côté C1, un compartiment C2 de l'autre. Et dans le compartiment C1, on introduit de l'oxygène, on peut travailler avec d'autres gaz, pour les vins effervescents, on peut suivre le CO2 également. Un capteur de pression, on tire au vide de l'autre côté, et donc la diminution de pression au cours du temps va nous permettre ici de calculer une quantité d'oxygène qui est passée au travers de l'obturateur, et donc de déterminer sa perméabilité, sa transmission d'oxygène, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le coefficient de diffusion. Donc pour ce faire, donc pour cette étude, donc on a découpé les goulots, puisqu'on avait réussi heureusement à ouvrir la bouteille sans toucher ici au goulot. Et dans un deuxième temps, on a extrait l'obturateur et on a collé ce bouchon en liège dans une pièce en alu pour avoir uniquement le transfert au travers de cet obturateur. Voici donc les résultats que l'on a obtenus. Donc, il s'agit pour l'instant des obturateurs seuls. Et ce qui est remarquable de constater, c'est qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Alors, on a l'habitude de travailler sur ces matériaux, et c'est relativement rare de retomber sur exactement des valeurs si proches en tout cas. Mais donc ici, on retrouve des valeurs qu'on a exprimées ici en OTR pour que ça soit plus facile à lire, qui sont dans le même ordre de grandeur, que ce soit les bouchons qui étaient utilisés pour les vins oxydés ou les vins non oxydés. Et si on fait là donc la même mesure cette fois sur les bouchons qui étaient donc dans les goulots, donc on reporte les résultats ici,
on voit très clairement, alors que toutes les valeurs sont plus élevées, pour les vins non oxydés, elles sont plus élevées mais modérées, et pour les vins qui étaient oxydés, on retrouve des valeurs qui sont extrêmement élevées. Alors ici, elles sont extrêmement élevées. On travaille sur des obturateurs qui sont dans un état sec, puisqu'on les a sortis ici de la bouteille, donc en contact avec le vin, et qu'on les a analysés ici avec une certaine pression d'oxygène d'un côté et le vide de l'autre. Mais donc sur ces échantillons, bien que ça soit ici une sélection avec uniquement quelques échantillons, on a ici un phénomène de transfert à l'interface qui est en lien avec l'état d'oxydation du vin. Donc ça, c'est quelque chose qui était extrêmement intéressant pour nous d'avoir cette observation terrain pour ensuite aller plus loin, soit vers d'autres analyses qu'on pourrait faire à plus grande échelle en ayant ce même type d'échantillonnage avec après différents paramètres que l'on peut faire varier, ou ensuite nous pour aborder finalement ces transferts à l'interface sous un autre angle avec une étude un peu plus poussée. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, donc pour aller mieux comprendre ce rôle de l'interface entre le verre et le bouchon. Et cette étude donc a été réalisée ici sur différents types d'échantillons que l'on a sur cette diapositive, avec à gauche, donc là on est sur des bouchons micro-agglomérés pour lesquels le coefficient de diffusion est dans une gamme plus restreinte, et donc pour lesquels il est plus facile aussi de voir des différences quand on fait varier différents paramètres. Donc là, on a un bouchon aggloméré non comprimé pour le premier échantillon. Ensuite, alors interface collée, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les transferts à l'interface et on vient coller l'échantillon dans cette pièce en aluminium. Dans le deuxième échantillon, donc pour aller sonder l'effet de la compression, on va introduire dans cette pièce métallique le bouchon, cette fois comprimé, toujours interface collée. Puis le troisième échantillon, on a un bouchon qui va être comprimé dans un goulot de verre, mais un bouchon sans traitement de surface. Et le quatrième échantillon, on a un bouchon, cette fois, toujours dans un goulot de verre, mais un bouchon pour lequel un traitement de surface a été appliqué. Si l'on démarre donc avec les résultats obtenus sur l'effet de la compression, donc alors tout d'abord sur les graphiques, donc on travaille de la façon suivante. On va avoir des distributions des coefficients de diffusion de l'oxygène ici, donc ça veut dire 10 puissance pas loin de moins 11 mètres carrés par seconde pour le coefficient de diffusion de l'oxygène. On travaille sur un grand nombre d'échantillons, donc là on est sur au moins 10 échantillons pour tracer ces courbes. Et ce qui nous permet justement de retracer une distribution, donc d'avoir aussi un poids statistique pour pouvoir faire des comparaisons entre les différents paramètres dont on souhaite mesurer l'effet. Donc là, on a la distribution du coefficient de diffusion de l'oxygène pour un bouchon non comprimé. Si l'on regarde donc l'effet de la compression, on va retracer cette distribution du coefficient de l'oxygène une fois le bouchon comprimé, toujours interface collée, et on peut constater qu'on décale légèrement la distribution vers ici donc un coefficient de diffusion un peu plus faible, c'est-à-dire on améliore un petit peu les propriétés barrières, mais globalement, ce qu'on doit conclure de cette figure, c'est qu'il y a très peu d'effet de la compression, on décale uniquement légèrement. Ce n'est pas forcément le cas si on est sur des compressions beaucoup plus importantes, comme par exemple sur les vins effervescents. Ensuite, ça nous permet également d'aller sonder le rôle de l'interface, plus précisément. Donc là, on retrouve la courbe qui correspondait au bouchon comprimé interface collée. Et si on regarde la courbe, cette fois, qui va correspondre au bouchon comprimé, mais dans le goulot, sans traitement de surface, on décale ici cette distribution et on la décale très, très significativement. Alors, quand je dis très significativement, c'est qu'on décale ici de 4 ordres de grandeur. On est en échelle log, ça veut dire x 10 000. Donc ici, ça veut dire qu'on arrive à un niveau de fuite, finalement, au niveau de l'interface pour les transferts de gaz. Donc, on a la quasi-totalité du transfert qui va se produire à l'interface si le bouchon est utilisé ici sans traitement de surface dans un goulot.
Ensuite, donc on a ces deux graphiques qui sont représentés de nouveau à l'écran, avec donc à gauche le bouchon comprimé interface collée, à droite le bouchon qui est comprimé dans un goulot mais sans traitement de surface. Et si l'on regarde l'effet de la présence d'un traitement de surface autour du bouchon, on vient redécaler cette distribution et on se retrouve finalement avec une diffusion qui est équivalente à celle du bouchon comprimé, interface collée. Donc ici, c'est un effet remarquable du traitement de surface qui est déposé sur ces types de bouchons, puisqu'il permet, alors au départ, il est là pour assurer une extractibilité et faciliter donc l'extraction du col de la bouteille, donc plutôt pour un effet agent de glisse. Et finalement, donc un effet majeur de ce traitement de surface, c'est également d'assurer une bonne étanchéité et de retomber ici. Donc, ce qui est remarquable sur ces distributions, c'est qu'on revient ici sur un transfert comme si le bouchon était collé au niveau de l'interface. Alors qu'on l'a vu, hein, sans traitement de surface, on décalait complètement cette distribution. Donc voilà, donc partant d'une étude terrain, ça nous a permis ici de progresser, puis d'avancer pas à pas. Et ça, c'est toujours ce qu'on essaye de faire depuis le début pour comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des transferts d'oxygène ou d'autres propriétés au niveau des obturateurs, mais d'essayer de toujours progresser pas à pas dans cette compréhension des phénomènes. Et donc, en conclusion, sur donc ce que l'on a pu voir aujourd'hui, donc on peut tout d'abord dire que l'obturateur œnologique ou les obturateurs œnologiques, hein, puisqu'on a une grande famille de différents obturateurs, même si on a l'impression que c'est un objet du quotidien complètement banal, mais en fait, c'est un objet très technique. C'est un objet pour lequel il y a beaucoup de travaux de R&D derrière, et donc des travaux de recherche, des travaux de développement qui résultent également de ces travaux de recherche, et qui nécessitent donc dans beaucoup de cas des expertises croisées, comme on l'a vu ici, donc pour la physico-chimie des obturateurs, et pour lesquels on a besoin également d'allier donc ici des expertises au niveau de la chimie du vin, quand il s'agit ici d'aller regarder l'effet sur la stabilité du vin. Et donc, pour conclure, donc, ce travail, c'est aussi un travail d'équipe, donc qui est conduit avec mes collègues Jean-Pierre Bella et Régis Goujon, et qui a été également réalisé donc avec quatre doctorats depuis le début, Sonia Lequin, Aurélie Lagorce, Kevin Crouisier-Urion, et puis Julie Chanu, donc avec un doctorat qui se poursuit et se termine cette année pour les derniers travaux qui vous ont notamment été présentés. Et donc, un grand merci à tous, un grand merci à tous les collègues également qui travaillent sur cette thématique en appui régulièrement. Et puis, c'est l'occasion également de remercier donc l'ensemble des partenaires avec qui on a réalisé ces travaux depuis le début. Donc, initialement, effectivement, le BIVEB, et puis on le voit après beaucoup d'autres partenaires au niveau de l'interprofession, au niveau des professionnels également du secteur, et puis avec l'appui également de la région sur certains travaux. Voilà, un grand merci pour votre attention, et puis donc au plaisir d'échanger pour les questions à venir, et au plaisir d'échanger pour d'autres questions plus tard si vous avez besoin également. Thomas vous a donné un bon aperçu de l'état de l'art scientifique sur le bouchon. Moi, l'objectif dans ces quelques minutes, c'est plutôt de vous expliquer en quoi le monde de la recherche académique peut représenter des opportunités pour trouver des solutions d'innovation pour vous, pour toutes les questions que vous vous posez autour de cette thématique d'obturation. Alors, simplement, d'abord, pour vous expliquer pourquoi je vous parle au nom de Science aujourd'hui. Science, c'est quoi? En fait, Science a été structuré par les établissements de recherche publique et par l'État français, avec la vocation de représenter une interface de référence entre la recherche académique régionale et les acteurs des filières économiques. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est justement de faire en sorte que toute la richesse scientifique des laboratoires, des établissements pour lesquels on travaille puisse permettre d'apporter des solutions d'innovation pour les acteurs économiques. L'idée, le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a une porte d'entrée vers tout ce monde académique et toutes ces expertises. Notre métier, c'est quoi? C'est d'abord
d'être au contact des acteurs des filières, des entreprises, des interprofessions, et de pouvoir faire une mise en contact avec les chercheurs, avec les experts. De par le statut de SAT, on a la capacité aussi d'investir sur des technologies issues des laboratoires pour accélérer en fait leur transfert vers les marchés économiques. Et puis derrière, on a une mission opérationnelle dans la gestion, la réalisation des contrats, et puis l'aspect la gestion de la propriété intellectuelle. Voilà, ça c'était plutôt pour contextualiser. Très concrètement, si vous voulez accéder à des solutions issues des établissements, des laboratoires, en fait, vous pouvez trouver soit des brevets ou des licences, des actifs de propriété intellectuelle issus des laboratoires qui passent via la SAT. Vous pouvez venir trouver un accompagnement de R&D, que ce soit pour répondre aux questions que vous vous posez à l'échelle de votre entreprise, de votre activité, pour aller trouver des moyens d'apporter de nouvelles réponses. Et vous pouvez vous trouver des formations courtes que l'on peut réaliser sur mesure. Alors, quand on parle de l'obturation des vins, parce qu'en fait on couvre à peu près la totalité des expertises de l'université, mais je voulais faire un focus sur l'aspect accompagnement R&D pour cette thématique-là qui nous concerne aujourd'hui. Je voulais partir de la collaboration de recherche. Alors la collaboration de recherche, c'est quoi ? C'est pour une entreprise l'occasion de développer des actifs de propriété intellectuelle dans les laboratoires, c'est-à-dire du savoir-faire, c'est-à-dire des technologies innovantes. Alors, c'est le genre de lien entre les entreprises et les laboratoires qui ont été présentés par Thomas. Cette thématique de l'obturation a été menée depuis 10 ans en lien étroit avec des partenaires de la filière. Il y a 4 thèses qui ont été menées sur le sujet de l'obturation et des propriétés mécaniques et des transferts au travers des obturateurs. Et dans cette logique-là, voilà, il y a du savoir-faire qui a été développé. C'est des possibilités qui restent et des perspectives peuvent être lancées d'ores et déjà à la suite de la présentation de Thomas sur l'impact technologique du verre dans cette thématique-là. Maintenant qu'on connaît assez bien l'aspect bouchon, quel est l'impact que peuvent jouer les verriers à leur niveau sur la maîtrise de la qualité de l'obturation et de l'évolution des vins en bouteille. Ce n'est qu'un exemple de perspective, on peut en imaginer d'autres évidemment. D'un point de vue, donc là on est dans des approches très recherche qui peuvent être assez fondamentales sur cette notion de collaboration de recherche. On peut aller sur des approches beaucoup plus développement. Sous la forme de prestations de services ou d'études de R&D, où là, l'objectif, c'est de fournir des outils aux entreprises pour du contrôle qualité, pour l'optimisation des pratiques au chai ou dans les unités de fabrication des bouchons, ou pour développer tout simplement des nouveaux produits d'obturation des vins. Alors, quelques exemples en fait, de ce qui peut être proposé de manière assez standard, c'est des mesures de propriété mécanique des obturateurs, de traction-compression en particulier, qui ont été mis en œuvre sur le liège dans le cadre des travaux de recherche qu'a présenté Thomas. Des mesures de perméabilité au gaz, à l'oxygène, au CO2, sur des bouchons comprimés ou non comprimés. Et puis, donc ça c'est pour l'aspect obturation, mais aussi il y a tout l'aspect aussi analyse des vins en lien avec cette thématique, c'est-à-dire la capacité de mesurer la stabilité oxydative d'un vin dans différentes conditions, et plus généralement d'étudier l'impact de différents systèmes d'obturation sur la propriété des vins de manière très large, c'est-à-dire en lien avec l'évolution oxydative, des contaminants potentiels, la sensorialité des vins, etc. Voilà, ça c'est des pistes présentées de façon très rapide. Il n'y a pas de solution toute faite standard. On est là pour être à l'écoute des acteurs des filières, que ce soit des grosses entreprises, des exploitants, des œnologues, etc. N'hésitez pas à prendre contact. Et puis on mettra en lien ensuite avec les experts scientifiques pour trouver des solutions sur mesure à vos problématiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup
Étienne pour cette présentation synthétique. Donc, comme on vous l'avait dit au début du webinaire et comme tous les présentateurs ont respecté parfaitement le timing, on a entre 20 et 30 minutes en fonction du nombre de questions que vous poserez pour engager cette séquence de questions-réponses. Et puis, on avait eu aussi toute une série de questions qui avaient été posées en amont du webinaire. Donc, on en profitera aussi pour essayer d'y répondre au maximum. Je te passe la parole, Régis, pour peut-être lancer les choses. Je vois 2 questions qui ont été déjà posées dans le fil. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions tout au long de cette séquence. Ok, merci Florian. Oui, en effet, beaucoup de questions avaient déjà été posées au moment de l'inscription. Et beaucoup de questions en fait je me suis dit je vais essayer de les regrouper, mais toutes elles ont toutes des aspects un petit peu particuliers, donc on va essayer au mieux de les passer en revue. Et donc je vais commencer. Alors il y a des aspects qui sont liés véritablement aux obturateurs eux-mêmes, et puis il y a des questions qui sous-tendent un petit peu le lien entre l'obturation et la qualité du vin et l'évolution du vin, et donc qui renvoient d'une certaine manière à ce que l'on disait dès le départ, c'est-à-dire effectivement les résultats de travaux intégrés entre la qualité d'obturation d'un bouchon et puis l'aptitude d'un vin à évoluer dans de bonnes conditions. Et on peut dire que c'est véritablement un nœud de problèmes auquel je pense un certain nombre auxquels différentes équipes essayent de répondre, et évidemment qui est central pour la mise en bouteille et la commercialisation des vins, avec peut-être cette question effectivement de synthèse qui est aujourd'hui, peut-on dire, est-on en mesure de pouvoir adapter de manière la plus optimale possible un obturateur à un vin? De quel besoin en oxygène un vin a-t-il besoin? Et en fait, cela reste dans le domaine pour le moment des choses qui sont assez peu maîtrisées. Et par conséquent, si l'on prend effectivement la question qui est posée là dans le fil, puisque c'est celle qui effectivement apparaît, lorsqu'il y a oxydation, est-ce que l'on doit envisager que le revêtement de surface n'a pas été appliqué correctement? J'aurais tendance à dire oui et non, peut-être, mais il y a une dimension qui est inhérente à la qualité ou à la stabilité oxydative du vin, et qui fait que les propriétés ou les écarts ou l'impact de l'obturation ne peut ne pas être la seule explication à l'évolution du vin. Alors pour donner la parole à Thomas, je dirais que, alors si je prends parmi les questions qui apparaissent, c'est quelle est l'influence, par exemple, quelle est l'influence de la longueur du bouchon et du profil de débouchage attendu? Peut-être on va poursuivre sur la réponse à la première question. Donc sur ici finalement, j'aimerais pas que ce soit un message clé ici qui parte, c'est sur l'absence ou un défaut de traitement de surface qui soit l'unique problème en fait. L'observation terrain qu'on vous a montré, finalement, elle nous a fait nous poser encore plus de questions que ce qu'on avait en tête. C'est-à-dire bien comprendre le rôle de l'interface, ça c'est sûr, c'était un élément clé. Le décortiquer pas à pas, c'est ce qu'on a fait sur les traitements de surface. Mais après, finalement, dans l'évolution, il peut y avoir d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc, pas seulement un défaut au niveau du traitement de surface, mais ça peut être aussi une évolution des propriétés mécaniques de l'obturateur. Ça peut être un défaut justement au niveau de l'étanchéité avec l'interface verre, qui reste aussi à explorer. Donc ici, finalement, il y a d'autres facteurs qui peuvent être tout aussi importants à prendre en compte. Encore une fois, c'est
la démarche scientifique ici qui permet d'avancer pas à pas et puis de mieux comprendre les phénomènes et d'avancer progressivement, comme on a essayé de le démontrer ici. Ça repose sur l'analyse statistique aussi, de nombreux échantillons, des mesures longues, mais en tout cas, ça permet de comprendre les phénomènes. Donc, voilà, ça c'est un premier élément de réponse sur l'évolution finalement dans le temps du système, quand on a une photo à un instant T qui était 10 ans après sur ici des échantillons terrain, et puis après l'étude scientifique qu'on peut mener sur des points particuliers derrière. La deuxième question, donc, c'est est-ce qu'il y a une longueur optimale? Est-ce qu'on peut la déterminer? Donc ça, oui, on s'y est intéressé aussi, dans un premier temps par modélisation, en fait, donc en faisant des mesures sur une certaine longueur. Et puis, nous, le but aussi, c'est de gagner du temps sur ces mesures, parce qu'une mesure sur un bouchon, c'est 1 mois, à peu près. Donc, dit comme ça, on va dire qu'on ne travaille pas beaucoup dans l'année, mais finalement, pour gagner du temps, on a quand même démultiplié les postes et puis raccourci les longueurs pour travailler sur des échantillons les plus courts possibles, mais qui soient représentatifs du bouchon de départ. Et donc après, il y a une question d'homogénéité ou d'hétérogénéité de l'échantillon à prendre en compte. Et ensuite, donc, on part sur une petite longueur et puis on extrapole jusqu'à une grande longueur. Et on a refait les mesures sur des grandes longueurs pour s'assurer ici que ce qu'on mesurait et ce qu'on extrapolait était bien reproductible. Donc ça nous a permis d'avoir un modèle statistique qui nous permet ici d'établir un peu des longueurs efficaces. Donc ça, on peut le faire, et on l'a fait quand on considère uniquement la propriété de transfert du bouchon, la propriété barrière du bouchon. Mais finalement, on voit que c'est plus compliqué que ça. Donc ça, on l'a proposé, on l'a publié. On peut faire ce type de modèle, mais on n'intègre pas le goulot. Et si la problématique, c'est également donc une géométrie particulière de goulot, avec, comme tout un chacun le sait ici, je pense, dans l'assemblée, un profil de colle qui va être différent. Et on se retrouve avec des propriétés, avec en tout cas des contraintes mécaniques appliquées qui ne sont pas les mêmes en fonction du niveau du goulot, qui peuvent jouer aussi sur les transferts. Donc, c'est-à-dire ici, c'est quelque chose qui mériterait d'être étudié pour le bouchon dans le goulot. Donc là, pour ça, j'ai pas la réponse. On l'a fait sur le bouchon seul, et là, on sait appliquer un modèle qui fonctionne bien pour estimer une longueur par rapport à une propriété qu'on veut obtenir. Ce qui reste à faire, ce serait de transposer ça dans le goulot. Alors, dans le même ordre d'idée, parce que pour rester par rapport à ça, donc tu as un peu répondu, Thomas, mais une autre question est un bouchage avec un bouchon de liège légèrement surdimensionné, exemple diamètre 25 au lieu de 24, recommandé, permet-il une meilleure étanchéité entre le goulot et le bouchon? Oui, ça fait partie des questions qu'on se pose, auxquelles on aimerait bien répondre. Donc, en déroulant une étude, on l'a pas encore fait. On sait que dans les compressions, comme on a vu, pour les niveaux de compression qui sont appliqués pour les bouchons 20 tranquilles, on n'a pas ou peu d'effet de la compression sur les propriétés barrières. Si on regarde la même chose sur les niveaux de compression pour vin effervescent, à ce moment-là, on a un effet qui est considérable au niveau de la diminution du coefficient de diffusion de l'oxygène, donc un gain en propriété barrière. Et donc, finalement, entre les deux, on peut se poser la question, et elle est légitime, c'est de se dire, est-ce que finalement, on devrait changer cet usage un peu empirique de 24 mm pour d'autres diamètres? La question reste ouverte. Donc après, il y a beaucoup de pratiques empiriques pour lesquelles c'est intéressant de se reposer la question et de se dire pourquoi on a choisi ça au départ. Dans beaucoup de cas, en fait, c'est parce qu'il y a une bonne raison et que ça fonctionne, et ça n'empêche pas de se dire et si je changeais, et effectivement, et si je changeais le diamètre, qu'est-ce que je pourrais gagner? Donc oui, ça mériterait d'être étudié, quantifié, systématisé un peu avec le même type d'études qu'on vous a précédé. Est-ce qu'on décale les distributions quand on augmente le diamètre du bouchon? Merci. Alors, je continue pour faire évoluer un petit peu par rapport aussi à d'autres questions.
qui finalement viennent un petit peu compléter cet aspect dimensionnel. Il y a l'aspect aussi propriété physique. Donc il y a différentes questions qui renvoient d'une certaine manière la résistance physique des différents types de bouchons, comment évaluer la durée de vie d'un bouchon, l'évolution au cours du vieillissement. C'est un petit peu finalement la question du vieillissement des propriétés des obturateurs. Oui, donc ça c'est donc l'interrogation aussi qui peut naître de l'étude qu'on a présentée, où on voit qu'on a une évolution au cours du temps des transferts à l'interface qui peut être multifactorielle elle-même, qui peut être due à une problématique de traitement de surface, qui peut être due à une évolution mécanique du matériau. Donc ça fait partie d'études qui sont encore en cours sur cette évolution des propriétés qu'on va avoir au cours du temps en fonction de différentes conditions qu'on contacte ici avec le vin, avec donc un milieu eau, éthanol, effet de différents paramètres environnementaux ici sur l'évolution mécanique, l'évolution barrière des matériaux. Donc ça fait partie d'études qui sont en cours. Donc on espère qu'on aura des réponses à vous délivrer, mais pour l'instant, ça fait partie de travaux encore en cours qui devraient aboutir sur pas mal de réponses à leur issue. Ok, alors je vois qu'il y a eu d'autres questions qui sont dans le fil là, des discussions pour rester encore en rapport avec ce qu'on disait, et notamment sur si l'interface fait majoritairement la perméabilité, pourquoi a-t-on tant de différences de variabilité entre le liège naturel ou technique? Bon, il me semble que tu as déjà un peu répondu à ça. Est-ce qu'on peut se poser la question d'un diamètre en 24 ou 25, quid du diamètre interne des goulots, des bouteilles, et donc du diamètre de compression? Et finalement, globalement, si j'essaye de faire un petit raccourci, mais est-ce que finalement, il ne se pose pas la question aussi du goulot lui-même, de la qualité finalement des propriétés du verre, d'une certaine manière? Oui, donc ça c'est l'autre pendant du problème aussi, c'est d'aller mieux regarder cette interface avec le verre. Donc finalement on a cette interface bouchon traitement de surface, et puis on a de l'autre côté traitement de surface verre ou bouchon verre. Et donc le verre clairement a son rôle à jouer aussi dans l'évolution et dans les propriétés barrières. Donc, ça fait partie des questions des interrogations qu'on a depuis le début. Donc, cette étude est venue encore la renforcer. Et oui, donc pour nous, c'est clairement un des objectifs d'aller continuer de travailler ici sur cette problématique de l'interface. Et donc, avec tous les éléments, hein, le bouchon, les traitements de surface, le verre. Et le verre n'est pas un matériau si simple que ça non plus. La production de bouteilles n'est pas simple. Et derrière, ça veut dire que on a sûrement des choses encore à aller comprendre aussi pour aller plus loin encore au niveau des mécanismes de transfert à l'interface, et mieux comprendre le rôle que peut jouer le verre dans une optique après de se dire comment on peut encore améliorer finalement le système. Une fois qu'on a compris tous les paramètres qui permettent de jouer ici sur les propriétés barrières. Alors, aussi, toujours en lien, et puis en fait, on revient un petit peu sur finalement une forme d'expression d'une quantité d'oxygène. Donc, quelle est l'importance du transfert d'oxygène à l'interface par rapport à la désorption d'oxygène du bouchon lui-même? Et finalement, d'une certaine manière, ça pose la question de l'apport d'oxygène du bouchon lui-même. Oui, donc il y a déjà eu un certain nombre de travaux, c'est vrai que j'ai pas forcément remis en avant ici.
et qu'on aurait tout à fait pu contextualiser également, avec cette première étape, quand on regarde l'oxygène qui va être présent dans l'espace de tête, qui est libéré à partir du bouchon. Puis la deuxième étape, après, qui correspond aux propriétés barrières et donc au transfert véritablement qu'on va avoir au travers de l'obturateur. Donc, on voit, donc là, il y a eu des études, les études les plus récentes, il y a la revue des œnologues, où vous avez un article qui a été publié, également un autre plus récemment au niveau de l'interprofession CIVC, sur cette quantité d'oxygène qui est libérée au départ, puis après le transfert qu'on va retrouver, qui va contribuer. Donc nous, ce qu'on mesure ici, dans toutes les études qu'on a présentées, c'est uniquement ce transfert qu'on va avoir au travers de l'obturateur. Donc là, on s'intéresse à la seconde partie qui va être la plus longue en fonction de la conservation qu'on va appliquer au produit. Mais cette première partie, après, donc elle est loin d'être négligeable non plus, puisqu'elle va contribuer également à une certaine quantité qui dépend ici de la compression appliquée, 20 tranquille ou 20 effervescent, bien sûr. Eh bien, 20 effervescent, puisque tu viens de les mentionner, il y a un certain nombre, effectivement, enfin, il y a différentes questions, effectivement, sur le bouchage des effervescents et sur qui finalement, d'une certaine manière, élargit un petit peu les différentes approches ou les différentes conclusions qui ont été présentées jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui, globalement, sur les vins effervescents, sur les bouchages pour les vins effervescents, quelles sont les principales conclusions que tu peux mentionner sur les travaux qui ont été obtenus jusqu'à présent? Oui, c'est bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le choix de porter le regard uniquement sur quelques travaux qui concernaient des applications vin tranquille. Mais on a eu l'occasion aussi de travailler sur des systèmes d'obturation pour vin effervescent, où justement là, la vision du système est complètement différente, puisqu'on a un niveau de compression pour lequel on va avoir un effet très significatif sur la réduction du transfert d'oxygène cette fois. Ce qui nous interrogé précédemment, on disait sur ces diamètres, ce niveau de compression à partir duquel on va commencer d'avoir un effet. On a des bouchons aussi pour les vins effervescents avec différentes formulations. Et donc les travaux qui avaient été réalisés consistaient à essayer même chose, de décortiquer finalement le système bouchon aggloméré de rondelles, l'effet taille de particules, liant, un certain nombre de paramètres pour mieux comprendre ici le rôle d'un bouchon effervescent dans ses propriétés de barrière au gaz. Et en particulier ici, en travaillant dans les conditions de pression qu'on va retrouver pour les vins effervescents à l'intérieur de la bouteille, donc notamment ici, pas avec le transfert d'oxygène, alors qu'on avait regardé aussi, mais surtout le transfert de dioxyde de carbone. Et là, le système que je vous ai présenté nous permet de travailler sur n'importe quel type de gaz et dans cette gamme de pression un peu particulière, puisqu'on se rapproche des 10 bars, donc contrairement à l'oxygène. Et voilà ce qui a permis aussi d'aller sonder et puis de pouvoir après, in fine, mettre en perspective avec une limite de perte d'effervescence qui peut être après un objectif un peu plus lointain pour déterminer une durée de vie du produit, comme on en parlait tout à l'heure pour l'oxydation, où là le Graal ce serait d'avoir aussi finalement ce niveau d'oxygène qui va conduire à une oxydation du vin pour après être capable de choisir l'obturateur en face. Le lien, si je refais le lien un petit peu entre obturation et vin, il y a un certain nombre de questions qui sont directement, en tout cas, qui questionnent un petit peu les approches qui ont été mentionnées, mais pour lesquelles, je pense, on a assez peu de résultats pour le moment, à savoir
l'impact d'un surcapsulage en cire sur le bouchon ou les capsules à vis? Oui, ça c'est vrai que dans les travaux qu'on peut présenter, c'est un peu les limites de ce qu'on peut faire en analyse des données de la littérature. C'est qu'on peut présenter finalement les résultats qui ont été obtenus à partir d'une même technique. Alors si on peut aller jusqu'au coefficient de diffusion, on peut comparer très facilement les techniques entre elles. Mais finalement, on est assez limité donc là, on pourrait refaire un peu étendre avec les coefficients de diffusion qu'on a mesurés sur la technique manométrique qu'on utilise pour présenter après une vision plus large que celle qu'on avait. Et ce serait bien, oui, d'intégrer aussi ces capsules à vis dans cette vision-là, comme on pourrait placer aussi les obturateurs synthétiques. Encore une fois, il faut être vigilant, hein, il y a toute une gamme à chaque fois dans dans un même obturateur n'est pas équivalent, on a toute une gamme pour chacun, et c'est très difficile de dire, voilà, j'ai une perméabilité qui correspond à un type d'obturateur. Donc ça, c'est vrai que ça permettrait d'étendre et de bien replacer ici ces niveaux de coefficient de diffusion qu'on peut avoir d'un système à un autre. Pour continuer aussi, donc c'est vrai que la question qui se pose souvent, c'est l'aspect cirage des bouteilles qu'on peut avoir, donc application d'un pelliculage de cire. Les cires, on a différents types de cires, donc avec différents niveaux de perméabilité. Bien souvent des perméabilités qui sont quand même supérieures à celles des obturateurs, donc qui peuvent sembler finalement peu efficaces si on considère le système d'emblée, mais qui peuvent par contre pallier peut-être des défauts de transfert à l'interface aussi. Donc la question reste complètement ouverte sur leur utilisation. C'est un sujet sur lequel on aurait bien aimé travailler parce qu'on aimerait bien trancher et justement réappliquer finalement la même méthodologie que celle qu'on a présentée, puis sur laquelle on continue de travailler pour, encore une fois, comme je disais, c'est progresser pas à pas pour bien comprendre les mécanismes à l'œuvre au niveau du transfert dans un système qui est assez complexe. Et donc, même chose ici avec la cire, pour bien comprendre ici, mesurer la perméabilité, donc la perméabilité des cires, et dans leurs conditions d'application ici après sur un bouchon, en maîtrisant peut-être l'interface aussi qu'on va avoir avec le bouchon et le verre aussi quand on va la déposer. Donc ça c'est vraiment une question sur laquelle on aimerait continuer on aimerait entamer des travaux aussi, et de la même façon que ceux qu'on a présentés, voilà, dans cette même logique. Alors, pour compléter aussi, parce qu'il y a un certain nombre de questions finalement qui font soit référence à des retours d'expérience, par exemple de vieillissement, notamment des grands crus, et par exemple avec des capsules à vis, alors pour lesquelles effectivement on sait que évidemment que c'est des données qui sont particulièrement intéressantes, mais on sait également que c'est des données qu'on acquiert uniquement au bout d'expérimentations qui peuvent être très longues, hein, et à part à réussir à simuler un vieillissement accéléré. Cela dit, par rapport à la capsule à vis en particulier, je peux mentionner effectivement une étude que nous, on avait réalisée il y a quelques années et notamment sur le vieillissement sur latte dans le cadre de la prise de mousse champenoise, où effectivement l'intérêt un petit peu de ce genre de dispositif de vieillissement avec des capsules à vis, c'est la possibilité d'accéder à des OTR qui sont très bien maîtrisés maintenant, et on avait pu montrer effectivement que on est en mesure, en tout cas en s'intéressant à l'évolution de la complexité chimique du vin, tel que tu l'as montré tout à l'heure, Thomas, qu'on est en mesure en fait de discriminer des apports, des variations d'apport en oxygène qui sont très faibles, hein, qui sont inférieures au milligramme par litre et par an, sur plusieurs années, où on arrive à distinguer des signatures moléculaires, et où on retrouve quelque chose qui fait véritablement référence à ce que tu as présenté tout à l'heure, et qui est une constante, hein, sur laquelle on commence à avoir quand même pas mal d'assises maintenant pour
dans le cadre de la stabilité oxydative des vins blancs, et qui est qu'il y a une corrélation très forte entre l'apport d'oxygène ou l'entrée d'oxygène dans la bouteille et la consommation de composés soufrés et azotés soufrés des vins dans les vins blancs, que l'on considère être, que l'on nomme un petit peu maintenant le métabolome antioxydant des vins blancs. Et donc ça, c'est un peu pour répondre à ces questions autour du vieillissement dans des conditions d'obturation données. Sinon, un autre aspect qui n'a pas été, qu'on n'a pas trop abordé encore jusqu'à présent, mais effectivement, mais pour lequel on n'a pas forcément de retour, hein, c'est comment dire, la composition, l'impact de la composition, de la porosité, et notamment l'impact des liants et des cols sur les obturateurs. Alors, à part peut-être, il y a eu quelques publications plus sur les effervescents. Hein. Oui, ça fait référence, oui, on a quand même commencé d'aborder ce sujet, et on peut donc là je pense qu'il y aurait un vrai intérêt à l'étendre aussi sur notamment les produits biosourcés qui arrivent sur le marché pour aller bien caractériser ces matériaux en termes d'adhésion, et puis en termes finalement de propriétés barrières, ce qui est in fine ce que l'on souhaite pour avoir ici une bonne efficacité barrière au final. Donc ça, oui, ça mériterait d'aller un peu plus loin avec la même démarche que celle qui avait été présentée, c'est de comprendre les propriétés des liants en sol, et une fois qu'ils sont utilisés, donc en mélange après avec les particules de liège, pour arriver à bien maîtriser cet aspect perméabilité également. Et je rebondis aussi sur finalement ce que tu disais précédemment, le type d'étude qui a été présenté sur quelques échantillons, ou comme tu l'as dit, sur d'autres échantillons par le passé. Ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait d'être étendu de façon un peu plus large pour bien faire le lien entre, d'un côté, les propriétés physico-chimiques des obturateurs, l'analyse chimique du vin, et puis avoir une vision finalement un peu intégrée de ces différents paramètres, de l'évolution dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire sur des échantillons qui ont déjà vieilli, et puis ça va nous donner une information. Et plus on a d'échantillons, plus on va avoir un poids statistique. Enfin, après, ça dépend ce qu'on peut avoir. Il faut aussi des échantillons pour lesquels on connaît bien l'historique pour pouvoir aussi en tirer suffisamment d'informations derrière sur les analyses qu'on peut faire, et pour lesquelles, on a vu, on peut coupler tout un faisceau d'analyses, et là qui vont véritablement être intéressantes à croiser entre elles pour essayer de comprendre les facteurs qui, en situation réelle, ont vraiment abouti à partir d'un même vin finalement à des situations contrastées au final sur différentes bouteilles qu'on peut avoir d'un même lot. Et donc ça c'est une démarche qu'on peut avoir avec une logique qui est de prendre les échantillons tels quels, et puis de comprendre par rapport à leur historique, par rapport aux analyses qu'on peut mener. C'est un peu comme une enquête policière finalement, d'aller chercher tous les paramètres qui nous permettent de comprendre ce qui a pu se passer. Et puis l'autre démarche qu'on a, c'est comme on le disait, c'est de prendre les constituants, et puis nous d'aller comprendre les paramètres de formulation. Donc là, je repars sur la question des liants, par exemple, les paramètres de formulation qui vont nous permettre après d'aboutir à une perméabilité contrôlée. Voilà, ça c'est un paramètre parmi d'autres, bien sûr, sur lequel on peut travailler. Alors, je crois, Florian, qu'on arrive au terme de cet échange, de ces échanges. Alors, juste pour terminer, puis comme ça, on aura, je pense, été à peu près complet sur les différents aspects. Il y a un certain nombre de questions pour lesquelles, alors je te laisserai confirmer, Thomas, mais il y a un certain nombre de questions pour lesquelles on n'a pas, a priori, de réponse à apporter pour le moment, à savoir, par exemple, l'impact du bouchage vis-à-vis des petits formats. Donc 15, 20,
15, 10, 5 ou 2 centilitres. Les retours d'expérience éventuellement sur le lien entre bouchage et défaut, que ces défauts soient des défauts organoleptiques de type goût de souris, enfin j'entends autres que ceux qui sont a priori intuitivement directement liés à l'entrée d'oxygène et donc à l'oxydation, ou des données qui soient liées un petit peu à l'impact éventuel des composés autres le liège qui sont des agglomérants et qui pourraient contribuer à des migrations possibles dans les vins. Donc, tu pourras confirmer, mais a priori, nous, on n'a pas de données pour le moment, on n'a pas de données à apporter par rapport à ces questions. Oui, effectivement, ce n'est pas des thèmes sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent. Alors, bon, après, on a toutes les techniques qui peuvent permettre de travailler sur ces axes-là. Je pense qu'il y a pas mal de données qui sont déjà obtenues en interne par les producteurs eux-mêmes pour ces matériaux-là, puisqu'il y a les réglementations européennes sur les migrations et sur le contact alimentaire, qui doivent être respectés pour les matériaux qui sont mis sur le marché. La question du contact longue durée, peut effectivement se poser, mais ça ne fait pas partie pour l'instant des thèmes qu'on a abordés au travers de nos études. Et sur les capsules à vis, je crois que c'était ça. Il y avait une autre question aussi sur le lien avec l'évaluation sensorielle sur les goûts de souris. C'est vrai que sur les capsules à vis, on n'a pas encore travaillé non plus. Alors on pourrait tout à fait sur les mêmes choses. On a sur les bancs expérimentaux que vous avez vus en photo, on peut tout à fait travailler sur ces systèmes-là. Mais la question n'a pas été traitée, ne s'est pas posée durant les travaux qu'on a menés ces dernières années. Bon, je vois qu'on a encore un peu de pain sur la planche finalement pour les années à venir. Alors, quand on a commencé, on pensait avoir fait le tour en 3 ans, mais on va être loin d'avoir fait le tour en 12 encore. Merci Thomas, merci Régis pour la réponse à toutes ces questions et l'animation de cette séquence de questions-réponses. Il est 18h49, donc on a 4 minutes de retard par rapport au timing prévu, c'est tout à fait raisonnable. Il me reste juste à remercier les 4 présentateurs, animateurs qui se sont succédés, Christine, Thomas, Étienne et Régis. Merci à vous pour la clarté de vos présentations. Merci également à tous les participants. Vous étiez nombreux et il en reste encore pas mal de connectés suite à cette séquence de questions-réponses. On vous proposera un replay du webinaire dans les prochains jours. Donc, tous les participants, tous les inscrits en seront informés. Et nous vous indiquerons aussi à ce moment-là les contacts des différents intervenants. Donc, merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinaire, je l'espère. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.